Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici Jean Pain pour la cinquième partie de la série des étoiles, la création d'Allah et la terre plate. Donc la partie visuelle des versets et tout ça. Donc on va aborder pas mal de sujets. Donc si vous regardez ça sur un téléphone portable, hein, tant pis pour vous. Vous n'allez pas voir grand chose, hein, déjà que la qualité de la plupart des vidéos n'est pas géniale. On commence avec le Coran, Surat Ar-Rahman, donc Surat 55, versets 19 et 20. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Donc là, la plupart des musulmans se sont dit c'est l'eau douce et l'eau salée qui se mélangent, ça fait, ou plutôt se rejoignent hein, et restent séparés parce que c'est pas la même densité, blablabla. Alors que si tu prends une cuillère à café, hein, tu mélanges l'eau douce avec l'eau salée, hein, ça se mélange hein, facilement. Donc même si tu peux voir des paysages super jolis hein, quand l'eau douce rencontre l'eau de mer, tu vois que ça se mélange pas. Au bout d'un moment, ça se mélange. Hein, donc, alors que le Coran parle d'une barrière qu'elle ne dépasse pas. Mais quoi que tu fasses, ça dépasse pas. Donc selon moi, il ne s'agit pas de la barrière d'eau douce et d'eau salée. Il s'agit de la mer qu'on connaît et la mer primordiale. Donc comme je dis, hein, les océans qu'on connaît et les grandes profondeurs qui se rejoignent. Donc comme dit Allah dans le Coran, hein, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Ça veut dire que la mer primordiale et l'océan qu'on connaît peuvent se rencontrer. Et c'est ce qui se passe hein, au fond de la mer, au fond des océans. Hein, c'est ce qu'a découvert Mike de Gruy. C'est lui le bonhomme hein, qui a découvert ça. Et ou plutôt qui en a parlé de manière explicite. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont découvert avant mais qui se sont tus. Je suis après sur Horde de l'élite ou je sais pas quoi. C'est pour ça que je me demande hein, quand Mike Dugruy est mort dans un crash d'hélicoptère en 2012, est-ce que c'était vraiment un accident? Est-ce que c'était un truc volontaire? Ou est-ce que dans tous les cas il est mort dans les flammes de l'hélicoptère? Parce que même quand l'hélicoptère s'était écrasé, a priori ils sont pas morts du crash, mais ils sont morts des flammes hein, qui ont résulté du crash quoi. Mais bon, au moins il a apporté une information super utile pour le mouvement de la Terre plate. Hein. C'est la description qu'il faisait, une description bien italienne, hein, avec les mains et tout ça, hein, pour expliquer clairement que ce qu'il a vu dans le fond d'océan, c'était un truc, un phénomène qui n'était pas censé se produire, quoi. Donc on a cette vidéo aussi hein, de 1 minute 36. J'ai coupé le son évidemment. Donc là il explique en gros ce qu'il a vu, quoi. Donc il était dans son sous-marin avec son copilote. Il est arrivé au fond de la mer. Donc ça, c'est lui, hein, le petit Mac de Gruy, son copilote, gras double. Je rigole, hein, c'est gentil. Euh, et donc il a vu au fond de la mer une sorte de donut. Donc c'est-à-dire comme pour l'œil, quoi. Tu as la pupille qui est toute noire et autour tu as l'iris hein, qui est tout coloré. Bah, il a vu quelque chose comme ça, quoi. Il a vu un truc tout noir au fond de l'océan, alors qu'il éclairait cette zone-là. Hein, mais ça restait quand même super noir. Donc il était curieux et il allait voir qu'est-ce que c'est que ce cercle noir, hein, et il voulait aller plonger dedans avec son sous-marin, quoi, dans ce donut, quoi. Et il a pas réussi. Il a rebondi comme un Pokémon sur cette, soi-disant, ce qu'il pensait être une grotte sous-marine, hein, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Donc, sous la mer, il y a comme des lacs comme ça, quoi, tu sais. Donc, tu as le fond de la mer hein, qui est composé hein, soit de terre, soit de sable, soit de coraux, de récifs coralliens. Et tu vois hein, les anguilles qui nagent, hein, les poissons et tout ça, quoi. Et donc tu as de l'eau dans de l'eau, quoi. Donc ça fait des lacs sous la mer, donc au fond de l'océan. Ça, c'est dans le golfe du Mexique. Donc au même endroit où il y a eu a priori les nappes de pétrole qui ont été lâchées hein, par je sais plus quel tanker. Il y a quelques années, ça fait les news hein, pendant plusieurs mois. Donc voilà quoi. C'est ça, les récifs au fond de la mer. Donc là, tu as les lacs. Et il essayait gentiment. Donc tu vois, même quand le sous-marin est clair, hein, tu vois, la lumière est renvoyée, donc, mais la zone dans laquelle il voulait aller, hein, aucune lumière n'était renvoyée. La lumière traversait hein, et ne revenait jamais. Donc c'était vraiment une abîme, quoi.
des profondeurs, les grandes profondeurs, et il voulait aller avec ce sous-marin dedans, hein, parce qu'il était vachement curieux. Voilà, il dit avec ses mains, il fait le mouvement, hein, le sous-marin qui a essayé d'aller dans le truc. Voilà, ça rebondit comme un Pokémon, son sous-marin. Voilà, il explique qu'il comprenait pas pourquoi il n'arrivait pas à aller dans cette grotte sous-marine, quoi, dans ce lac sous-marin, alors que il y arrivait, hein, dans d'autres endroits, il y arrivait. Et il s'agissait réellement de grotte sous-marine, mais dans ce cas-là, c'était pas une grotte sous-marine, c'était autre chose. Comme il a dit lui-même, hein, il a jamais vu ça. C'est en anglais évidemment. Il a jamais vu ce phénomène-là, où ce sous-marin rebondit sur la nappe d'eau, et mieux encore, une fois que ça rebondit, ça crée une onde de choc, donc des ondulations, hein, donc comme des vagues, hein, au fond de la mer. Donc il s'est dit comment ça se fait qu'il y a des vagues et des ondulations dans l'eau, visibles en plus. Donc c'était vachement bizarre. Donc a priori, hein, c'est la deuxième mer qui a fait ces vagues-là, et ça s'est montré, hein, sur la première mer, quoi. Et ça a atteint les récifs coralliens, quoi. Ces ondulations-là, ces vagues-là. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il est comme un Italien, il parle avec sa main, hein, et t'as pas besoin de comprendre ce qu'il dit, hein. Tu comprends vite qu'il est entré en contact avec cette deuxième mer, il a rebondi comme un Pokémon avec ce sous-marin. Donc la densité de la deuxième mer n'est absolument pas la même, hein, que la première mer. C'est pour ça qu'il a rebondi, hein, que ce sous-marin ne peut pas traverser. Il suppose qu'il s'agit d'un problème de densité, de la même manière que les nazis ils essayaient de créer de l'eau lourde, donc l'eau qui est beaucoup plus dense que l'eau qu'on connaît, hein, pour créer soi-disant des bombes atomiques et tout ce que tu veux, quoi. Donc j'imagine, hein, qu'il peut y avoir, techniquement parlant, de l'eau super dense, hein. Parce que si les nazis ils ont commencé à créer de l'eau lourde, hein, qu'est-ce qu'Allah a été capable de créer, hein, voilà quoi. Donc pour moi, c'est de ça qu'il s'agit, hein, la barrière entre les deux mers. Les deux mers peuvent se rencontrer, mais il y a une barrière entre elles qui est infranchissable. Et le mec avec son sous-marin, il a essayé de franchir cette barrière-là, il a rebondi comme un Pokémon. Alors qu'il pensait pouvoir traverser. Maintenant, concernant le Soleil, la proximité du Soleil par rapport à la Terre, parce qu'il y en a qui disent officiellement il y a 150 millions de kilomètres de la Terre. Donc là, aussitôt qu'il y a eu les ballons amateurs qui ont pu être envoyés dans l'atmosphère, hein, dans la haute atmosphère, on a vu des anomalies qui contredisent complètement, hein, la version officielle de la NASA, et ce qu'on t'enseigne à l'école par rapport à la distance du Soleil, quoi. Parce que quand le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre, c'est impossible, hein, qu'il crée un point chaud au-dessus, hein, de la Terre, que ce soit au-dessus des nuages, au-dessus de la mer. Donc l'homme là, on voit le Soleil, et en dessous, on voit le point chaud, donc la partie orangée, circulaire. Et ça, c'est absolument impossible dans le modèle de la Terre ronde. Impossible. C'est plat, à côté, il n'y a rien, enfin à gauche et à droite, il n'y a rien, devant et derrière, il n'y a rien. C'est un point chaud, quoi. C'est là où le Soleil est directement au-dessus. Sur le modèle de la Terre ronde, avec un Soleil à 150 millions de kilomètres, ça, c'est impossible. Le point chaud est impossible parce que, d'après leur théorie, tous les rayons sont parallèles quand ils arrivent à la Terre, quoi. Donc il ne peut pas y avoir de point chaud, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de point chaud sur une Terre ronde, quoi. Parce que tous les rayons du Soleil sont censés arriver de manière parallèle. Alors que là, on voit clairement le point chaud, et en dehors de la zone du point chaud, hein, il n'y a pas de point chaud parce que les rayons, hein, ne sont pas parallèles. Ils sont triangulaires. Donc l'énergie calorique est dispersée, hein, donc c'est seulement en dessous, directement en dessous du Soleil, à la distance la plus courte entre la surface et le Soleil, c'est là qu'il y a un point chaud. Mais dès qu'on dévie, hein, de cette zone-là, hein, bah là, voilà quoi, la température redevient normale, etc. Donc c'est ça le principe d'un point chaud. Et on voit ça une deuxième fois dans une autre vidéo, parce qu'on prend deux vidéos, hein, pour assurer le coup, hein, pas, ah, c'est un truc, c'est un bug vidéo et tout, c'est un bug graphique et tout ça. Non, non, non. Là, c'est un autre ballon, toujours le Soleil. En dessous, le point chaud. Voilà, donc pour fois, tu vois autour, hein. Et là, en plus, le point chaud, il est sur la mer. Donc autour du point chaud, tu vois, hein, il n'y a rien de spécial, hein. Au niveau des couleurs, c'est des couleurs standards. Et là où le soleil est directement au-dessus, hein, c'est super brillant. C'est un cercle, hein. Et voilà quoi. Point chaud, impossible
avec un soleil qui est à 150 millions de kilomètres et qui fait 400 fois la taille de la Terre. Alors que là, c'est pas du tout ça, hein. On a vu dans ma vidéo sur l'attitude et la taille du soleil que le soleil a 66 km de diamètre. Et là, c'est mieux, d'après mes calculs. Et il se situe à une distance, ou plutôt à une altitude, entre 6000 et 7000 km. Donc voilà quoi, 66 km pour 6000 ou 7000 km d'altitude, ça fait un point chaud. Alors qu'un soleil 400 fois la taille de la Terre à 150 millions de kilomètres, ça fait pas de point chaud. Tous les rayons sont censés arriver de manière parallèle, puisque 400 fois la taille de la Terre, hein. Ce serait bizarre qu'il y ait un truc rectangulaire comme ça, tu sais. Alors que le point chaud montre bien hein, que le soleil, que l'endroit le plus chaud, c'est là où le soleil est directement dessus. Et c'est là que ça chauffe, hein, donc la température de surface, de même que les vents hein, varient aussi. Et autour du point chaud, hein, la température est à peu près normale, quoi. Tout du moins, il y a un dégradé de température jusqu'à ce que la température soit semblable un peu partout autour, quoi. Par rapport à ça, le modèle 3D qu'a construit Steve Torrance, donc sur la chaîne de Steve Torrance qui est dans mes abonnements, vous pouvez aller voir. Parmi ses premières vidéos qu'il a fait en mettant sur sa chaîne, hein, il y a 7 mois, donc c'est une chaîne assez récente, hein, qui a très peu d'abonnés, alors que c'est le seul YouTuber à qui elle a accordé l'intelligence et la science et les moyens de mettre en œuvre un modèle de la Terre plate fonctionnel. Ça veut dire que sur ce modèle-là qu'il a construit, le modèle 3D, il est capable de simuler tous les phénomènes qui se produisent et qu'on peut constater, quoi. Les éclipses de soleil, de lune, la variation des températures à la surface, à 5000 km, ou plutôt à 5 km d'altitude, à 25 km d'altitude, et tout ça, quoi. Il y a plein de trucs, les mouvements du soleil, de la lune, les analemmes, on verra ça dans les vidéos à venir, mais c'est vachement intéressant. Là, je prends juste une vidéo parmi toutes celles qu'il a fait. Dans celle-ci, il n'y a pas le soleil et la lune, de sorte à ce qu'on voit bien les températures de surface, la variation des températures de surface, hein, et les courants d'air, les vents sur la Terre entière, dans le modèle de la Terre plate. Donc les vents vont dans le sens des aiguilles d'une montre, au niveau là où se trouve le soleil. Et par contre, le sens est inversé en Arctique et en Antarctique. Donc les courants d'air vont dans le sens du soleil, là où le soleil passe, sur le chemin du soleil. Mais à l'opposé, en Arctique et en Antarctique, les courants d'air vont de l'autre sens. Ce que tu peux voir hein, avec le schéma, quoi. Et donc tu peux voir les variations de température hein, par rapport aux couleurs rouges, quoi. Couleur rouge, c'est le plus chaud. Orange, il fait moins chaud. Vert, moins chaud. Et bleu, et là, on commence à se les peler. Violet, bah là, on se les gèle. Et blanc, bah là, hein, t'es pas loin du zéro absolu, quoi. Et c'est comme ça que tu peux voir les points chauds, hein. C'est pour ça que je t'ai montré les vidéos sur le soleil avec les points chauds. Là où le soleil passe, c'est là où il fait le plus chaud. Donc quand tu imagines que le soleil il fait 66 km de diamètre et qu'il passe à une distance de 6000 ou 7000 km au-dessus de la Terre, hein, tu peux comprendre pourquoi les températures de surface et les vents circulent comme ils circulent, quoi. Ça n'a aucun sens sur le modèle de la Terre ronde, avec un soleil à 150 millions de kilomètres, qui fait 400 fois la taille de la Terre, hein. Tu peux pas avoir un truc aussi précis que ça, quoi. Que les vents au niveau de l'Antarctique circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors qu'au niveau du chemin du soleil, hein, c'est dans les sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez observer ça sur la chaîne, hein. C'est assez intéressant. De Steve Torrance. Donc ça c'était pour les points chauds. Maintenant concernant ce que j'ai dit hein, par rapport à l'épisode des Simpsons, ceux qui font les Simpsons, tout du moins le script, le scénario, ce sont des gens qui appartiennent à l'élite. Parce que comme dit les Simpsons ont prédit les false flags hein, du 11 septembre
2001 à New York, hein, et d'autres false flags. Et ils savent, ils sont au courant hein, du modèle de la Terre plate. Ils savent qu'il y a de l'eau au-dessus du firmament, qu'il y a un firmament solide qui est fait de cristal. Et tout ça, ils le mettent dans un épisode de Simpsons, quoi. Et toi, tu es tranquille comme ça, en te disant, ouais, tout va bien, c'est juste un dessin animé, hein, faut pas prendre ça au sérieux, blablabla, quoi. Donc là, on voit un bonhomme, qui est représenté par le Père Noël, un gars des Simpsons qui est représenté dans les costumes du Père Noël. Donc là, ce qui est intéressant, c'est même le script, c'est que le Père Noël va lancer la balle de baseball. Homer Simpson va la taper avec sa batte. Il va la taper tellement fort qu'elle va sortir du stade et qu'elle va toucher le ciel, qu'elle va crever le ciel et le ciel va se fendre comme du verre et l'eau va tomber quoi. Donc là on voit que c'est un stade ouvert. Moi je croyais que c'était un stade fermé. Donc en fait c'était pas du tout ça. Donc c'était bien quoi. Donc c'est un stade ouvert, stade de baseball ouvert. Donc le Satan qui lance la balle, Homer Simpson qui la tape et ça crève le ciel. C'est-à-dire que Satan ordonne à ses sous-fifres, représentés par Homer Simpson, d'aller taper contre le ciel pour briser le dôme, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait avec un programme, le programme Fishbowl, je crois, donc un bocal de poisson, parce qu'un bocal de poisson, hein, quand tu le renverses, hein, ça donne un dôme, quoi. Hein. Tu prends un bocal de poisson, tu le mets à l'envers, ça fait un dôme. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça l'opération Fishbowl, opération bocal de poisson, où a priori ils ont essayé d'envoyer plein de missiles en l'air pour briser le dôme, quoi. Donc c'est Satan qui leur a commandé de faire ça. Et ce plan-là a été mis dans les Simpsons comme une programmation prédictive. On peut voir ça, hop là. Le diable qui lance la balle, Homer Simpson la tape. On peut dire que que la balle de baseball, c'est les missiles en fait. Voilà. Leur but c'était de briser, de mettre à l'épreuve le firmament du cristal pour voir quelle était sa solidité quoi. Voilà, la balle a touché le ciel, le firmament. Donc on voit hein, qu'il est comme de la glace. Hein, enfin, c'est pas un truc en titane ou en fer ou je sais pas quoi. Non, non, c'est du cristal quoi, c'est du verre. Et ça se brise comme si t'avais brisé une fenêtre. Donc c'est exactement ça. Et c'était leur plan. Donc voilà, tu as le stade de baseball. Homer Simpson a tapé. Et comme ils savent qu'il y a de l'eau au-dessus du firmament, donc le dôme de cristal hein, qui s'est brisé, il y a la flotte qui tombe. Bam. Donc tu vois dans le Coran qu'à la fin des temps, ou à la fin du monde, ou les deux, parce que les deux sont rapprochés l'un de l'autre, Allah fendra le ciel, et le ciel sera ouvert. Donc c'est ça quoi. Donc imagine quand le ciel sera ouvert, hein, la flotte qui tombera, tu seras noyé quoi, hein, t'auras l'air bête. Hein. Voilà, donc l'eau qui tombe du ciel, du firmament qui a été cassé, qui noie tout le stade et ses occupants. Eux, ils en ont fait une blague, tu sais, ils en ont fait un dessin animé. Ils le savent, mais ils en ont fait un dessin animé, quoi. Et là, ils font les idiots avec les poissons qui nagent, quoi, tu sais, tranquillement. Tu vois, c'est complètement stupide, quoi. Un bretzel, je sais pas quoi, là, j'ai oublié le nom, là. C'est complètement stupide. Ils prennent ça à la rigolade alors qu'ils connaissent la vérité, tu sais. Maintenant, il y avait une autre chose. Toujours dans cette programmation prédictive, il y avait un film, je sais plus comment il s'appelle, dans lequel il a été montré ou plutôt il a été mis en scène dans le script, dans le scénario, la chancelière allemande, hein, donc la présidente allemande, hein, donc Merkel, et son assistant, qui reçoivent des cours de la part des services spéciaux de leur pays, donc de l'Allemagne, quoi. Et ils leur disent hein, qu'en fait, hein, la carte de Mercator, donc la carte mondiale, hein, la carte du monde qu'on nous a appris à l'école, hein, voilà, l'Afrique c'est ici, hein, l'Amérique c'est ici, donc la taille de l'Afrique c'est tant et tant, la taille du Groenland c'est tant et tant, donc voilà quoi. C'est ce qu'on nous a appris à l'école, hein, c'est la carte de Mercator. Et donc ça c'est dans les films, le script dit en gros qu'il y a trois conseillers qui veulent enseigner à la chancelière allemande, donc à Merkel, ou tout du moins à celle qui joue le rôle de Merkel, qu'en fait la carte
qu'on lui a appris, elle est bidon quoi. La carte de Mercator, elle est bidon parce que le mec c'était un gros bouffon européen qui voulait mettre en avant l'Europe et les pays occidentaux par rapport aux autres pays. Donc il a grossi tous les continents pour favoriser les pays occidentaux quoi. Et il a fait ça il y a 500 ans quoi, vers 1569. Un truc dans le genre quoi. Donc il y a trois conseillers qui essayent de réveiller la chancelière allemande et son assistant, et les gars ils sont complètement ébahis quoi. Attends, tu te fous de ma gueule quoi, tu es en train de me dire que j'ai passé 40 ans à avoir la carte de Mercator dans la tronche avec les tailles de l'Afrique, la taille de l'Amérique, la taille de l'Europe, la taille de l'Amérique du Sud, et tu es en train de me dire que c'est pas les bonnes tailles? Et les trois assistants qui leur disent, effectivement, on vous a menti depuis le début quoi. Les mecs se sont foutus de votre gueule depuis le début qu'on vous a enseigné de la merde. Et en fait, celle qu'il faut prendre, c'est la carte de Peters et non pas la carte de Mercator. Donc tu peux voir sur Google une carte de Peters, P-E-T-E-R-S, carte du monde de Peters, et par rapport à la carte du monde de Mercator quoi. Donc la carte du monde de Mercator, celle qui est la plus connue, celle qu'on nous enseigne à l'école, hein, celle qui est sur le globe, hein, sur la Terre ronde, ça c'est une carte bidon. Donc c'est marrant quoi. C'est comme si c'était à l'école, donc ça c'est elle, celle qui joue le rôle de Merkel, quoi, de la présidente allemande, la chancelière allemande. Et tu vois les trois assistants qui lui donnent un cours, quoi, tu sais. Tu vois ce que tu vois, ça? Ça c'est du bidon. Ils se sont foutus de ta gueule, quoi. Trois conseillers pour essayer de réveiller la présidente, quoi. Et la présidente, elle est choquée, elle comprend pas. Et l'assistant, il est encore plus choqué, il n'arrive pas à y croire, quoi. Les mecs, pour eux, c'est naturel, les trois assistants, enfin les trois professeurs qui veulent leur enseigner le truc, hein, pour les réveiller, tu sais. Pour eux, c'est normal, hein. Eux, ils savent la vérité. Donc eux, ça les choque pas. Mais ceux qui apprennent la vérité sont complètement choqués. Par exemple, un exemple tout simple du fait que la carte de Mercator est bidon, c'est que le Groenland, qui est dessiné en blanc sur la carte, hein, du monde, a une dimension aussi grande que l'Afrique. Alors qu'en réalité, sur la carte de Peters, elle a 14 fois une taille inférieure à celle de l'Afrique, quoi. En fait, elle est minuscule, mais Mercator l'a mis vachement géante. Voilà, ça c'est la taille réelle, quoi, tu sais. Un tout petit truc tout pourri, quoi, tu sais, par rapport à la taille de l'Afrique. En fait, ils voulaient rabaisser l'Afrique, ils voulaient rabaisser l'Amérique du Sud, en fait tous les pays qui ne sont pas contrôlés par les pays occidentaux, quoi. Donc Mercator, c'est un gros enfoiré. C'est une grosse crevure. Et là, la demoiselle lui dit, voilà, bah tu vois, pour tous les continents, ils se sont foutus de ta gueule, voilà. Et les deux sont choqués, quoi, tu sais, quoi. Tu es en train de me dire que j'ai passé la moitié de ma vie à croire à une carte complètement bidon, quoi. À des tailles de continents complètement foireuses, à des positions. Même le mec, il est choqué, tu sais. C'est assez marrant. C'est pour ça que même moi, quand je vous présente la carte de la Terre plate, voilà, le Groenland, là, tu vois, ça c'est une carte correcte. Là, c'est le Groenland. Dans la carte de Mercator de base, il est hyper géant, il fait la taille de l'Afrique. Mais comme là, on a vu que la taille était fausse sur le globe, quoi, sur la carte du monde, eh bien la taille réelle du Groenland est beaucoup plus petite, hein, que tout le continent, tu sais, africain. On pourrait dire que cette carte-là est une taille correcte. La carte équidistante, c'est une carte correcte. Parce qu'aussi dans la carte du monde que nous montrait d'habitude, ils ont fait l'Europe aussi grande que l'Amérique du Sud. Alors qu'en fait pas du tout quoi. L'Amérique du Sud en réalité est beaucoup plus grande que l'Europe. De la même manière qu'ils ont fait le Groenland aussi grand que l'Afrique, alors qu'en réalité, hein, il est beaucoup plus petit, quoi, 14 fois plus petit que. Donc ça, hein, cette carte-là, hein, a priori, c'est une carte correcte. On pourrait dire que c'est une carte de Peters, hein, appliquée à la Terre plate, si on peut dire ça, quoi. Cette carte-là semble être correcte et elle a c'est mieux. Tout du moins, la taille des continents, hein, est beaucoup plus correcte, hein, que ce que nous a enseigné, quoi. Parce que pareillement, ils ont fait les États-Unis euh, aussi grand que l'Afrique. Alors que là, tu vois, hein, c'est pas du tout pareil, quoi. Tu peux mettre deux États-Unis et demi dans l'Afrique. C'est ce qu'ils ont fait, quoi. Ils ont triché.
Donc c'est vachement drôle quand même. Et les mecs sont choqués. Tout du moins l'allemande quoi. La chancelière allemande. Maintenant il y a là aussi le concept hein, de qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'Antarctique. Hein, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la montagne CAF. Donc a priori dans le Game of Thrones, bon je regarde pas cette série, j'ai même pas regardé un seul épisode. Hein. Ça c'est pas mon truc ça. Ça avait l'air stupide comme truc. Donc j'ai vu deux ou trois images, je dis ouais c'est bon. Suivant. A priori ils auraient montré hein, le mur de l'Antarctique et qu'ils allaient au-delà de ce mur-là, du mur de glace, et donc qu'ils auraient atterri dans une euh, dans une autre terre. Donc ils sont allés au-delà du mur de glace et qu'ils sont arrivés a priori dans une autre terre quoi. Dans ce concept-là, on pourrait dire que la deuxième terre se trouve au-delà du mur de glace, au-delà du mur de l'Antarctique. Donc au-delà du premier ciel. Parce que le premier ciel que nous connaissons, hein, et la première terre, c'est ça. La première terre, c'est les continents. D'accord? Avec l'Antarctique. Première terre, c'est ça. Pour le premier ciel, c'est le ciel qui est posé sur l'Antarctique. Le premier ciel. Ça, c'est une des possibilités parmi d'autres. Hein. A priori, d'après eux, dans leur délire, la deuxième terre commence au-delà du mur de l'Antarctique, quoi. Ensuite, bah, le deuxième ciel est posé sur la deuxième terre, etc., quoi. On pourrait dire qu'il y a une terre pour chaque ciel. Comme un abonné m'a montré son point de vue sur la question des premières terres, comme elle a dit dans les hadiths, ouais, plutôt les prophètes, les hadiths du prophète Mohammed alayhi salam, comme quoi il y a cette terre et cette cieux, ou plutôt qu'il y a autant de terre que de cieux, quoi. Je crois que je sais pas si c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths. Et autant de terre, je crois que c'est dans le Coran, ça, ouais. Donc, dans l'exemple du mur de glace de Game of Thrones, donc au-delà de l'Antarctique, au-delà du mur de glace, donc au-delà du dôme du premier ciel, il y a la deuxième terre. Donc c'est là qu'ils veulent fuir hein, avec leur peuple, tout ça, quoi, vers la deuxième terre. Donc on pourrait dire qu'il y a premier ciel avec la terre qui est là, quoi. Donc avec les continents, les mers, tout ça. Donc on est un truc tout pourri, quoi. Donc nous on est là, quoi. Premier dôme avec la première terre. Ensuite, au-delà de ça, il y a une distance de 500. Enfin, entre le premier ciel et le deuxième ciel, il y a une distance de 500 ans. Donc ça fait un deuxième dôme. Et la terre qui se trouve dans ce deuxième dôme, hein, bah, c'est la deuxième terre, quoi. Et la deuxième terre inclut la première terre. Et etc. etc. quoi. Quand tu sors du dôme du deuxième ciel, tu as le troisième ciel, etc. etc. quoi. C'est une des possibilités parmi d'autres. Donc évidemment, qui peut aller, celui qui habite au septième ciel, hein, bah, il habite dans tous les cieux antérieurs en fait. Et comme on a vu dans les hadiths aussi, euh, quand Muhammad alayhi salam est monté dans chaque ciel, il y avait un ange hein, qui était là pour permettre ou interdire l'accès au ciel supérieur. Donc tu peux pas partir hein, d'un ciel à un autre sans montrer patte blanche, quoi. C'est comme des douanes en fait, c'est comme des frontières. Chaque ciel est une frontière. Et si on part du principe qu'il y a 500 ans entre chaque ciel, hein, c'est que il y a une distance à peu près équivalente entre chaque ciel. Donc quelle est la distance réelle entre le premier ciel et le septième ciel, et la première terre et la septième terre? Donc c'est pour ça qu'au niveau de la terre, a priori la terre serait un truc plat, de bout en bout. C'est juste les sept cieux hein, qui sont superposés les uns aux autres. Euh, alors que la terre, elles sont superposées les unes aux autres, mais de manière horizontale, quoi. Les sept cieux, c'est en vertical, avec les dômes qui reposent sur la terre, qui elles restent verticales, quoi. Donc on va dire que la terre, les sept terres s'étendent d'un point de vue horizontal et vertical, mais
beaucoup plus petit en vertical, quoi. Tu sais, la largeur de la Terre hein, est beaucoup plus petite que la longueur. On pourrait dire en fait, en voyant ce schéma-là, qu'il s'agit de poupées russes. Donc ceux qui connaissent les poupées russes, hein, sont des poupées qui s'emboîtent les unes au-dessus des autres. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran que nous avons créé 7 cieux superposés. Hein, donc ça c'est une des possibilités. Parce que si ça se trouve, hein, comment est-ce que ce modèle-là pourrait entrer dans ce modèle-là? Allah c'est mieux. C'est pour ça que là je me pose des questions, hein, parce qu'on sait que dans notre ciel à nous, sur notre terre à nous, il y a des djinns, il y a des anges, donc voilà quoi. Donc dans le premier ciel, la première terre, il y a des djinns et des anges. Donc est-ce que les 7 cieux se trouvent là? Allah c'est mieux. Ce qu'on sait, d'après le Coran, c'est que le ciel le plus bas, c'est là où il y a les étoiles vagabondes, donc les planètes quoi. Le soleil, la lune et les étoiles vagabondes sont dans le premier ciel. Donc les étoiles fixes, elles se trouvent où? Dans tous les cas, elles ne se trouvent pas dans le premier ciel, les étoiles fixes. Les constellations ne se trouvent pas dans le premier ciel. Donc soit elles sont, les 6 autres cieux sont sous le dôme, ou alors hein, c'est un modèle comme ça de poupée russe, et les eaux qui sont au-dessus du firmament, bah, elles sont au-dessus du 7e ciel. Voilà. Et, et notre soleil et notre lune se trouvent dans le premier ciel. Donc le ciel, enfin le soleil, la lune et les planètes tournent dans notre premier ciel, alors que les constellations et les étoiles hein, se trouvent dans le deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième ou septième ciel, quoi. Et au-dessus de ça, il y a... Ça, c'est une probabilité aussi, ça c'est possible, oui. Que les étoiles et les constellations se trouvent dans les cieux supérieurs. Mais bon, là on commence à... Personnellement, moi je bloque là-dessus, quoi. Enfin, ça dépasse ma science pour l'instant. Donc on va esquiver la chose jusqu'au jour où j'ai une science plus solide sur la question. Maintenant, concernant la terre plate et concernant un verset que j'avais pas mentionné hein, dans l'évangile, Matthieu chapitre 4, verset 4, non, verset 8 à 10, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Donc là on parle de Issa alayhi salam, c'est la tentation de Issa, la tentation de Jésus alayhi salam, quand le diable hein, veut lui offrir la terre en entier. Donc le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà. Donc ça, il y en a qui s'amusent à faire des images de ça, hein, comme quoi voilà, le diable transporte Issa alayhi salam sur une haute montagne et les montre tous les royaumes de la terre. Quand on parle de tous les royaumes de la terre, c'est-à-dire tous les continents. Quelle montagne sur la Terre que tu connais te permet de voir tous les continents? Tu n'en connais aucune. Tu peux aller voir dans les Alpes, hein, tu vois pas toute la Terre, hein, tu vois pas tous les continents, tu vois pas l'Amérique du Sud, hein, tu vois rien quoi. Tu peux aller au Himalaya, hein, chez les Tibétains là-bas, tu verras pas tous les continents. Donc la montagne sur laquelle a été transporté Issa alayhi salam, c'est une montagne qui fait des dizaines ou voire même des centaines de kilomètres de haut quoi. Et là c'est mieux. Et dans les modèles de la Terre plate, en vue de coupe, une montagne qui pourrait être suffisamment haute pour voir tous les continents, donc tous les royaumes de la Terre, c'est une montagne qui se situerait au pôle Nord. Et qui est ce qui est appelé l'échelle de Jacob, quoi. C'était l'échelle de Jacob, je crois. C'est aussi l'échelle des anges, quoi. C'est là où descendent les anges, hein, par cette montagne-là, quoi. C'est là aussi où il y a la montagne de l'assemblée des anges. Donc il y a plusieurs trucs qui se passent au pôle Nord, hein. Il y a une montagne super haute qui est appelée échelle de Jacob, je sais plus où. C'est aussi une montagne magnétique qui fait flotter un objet hein, qui permet de créer les éclipses lunaires. Et donc à partir de cette montagne super haute qui fait soit plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, soit plusieurs centaines de kilomètres,
Dans tous les cas, ça a permis à Issa alayhi salam, ainsi qu'au diable, de voir tous les royaumes de la terre, donc tous les continents. Et sur une terre ronde, ça n'a aucun sens, hein. Si on imagine que Issa alayhi salam et le shaitan le maudit se trouvent en haut là, comment est-ce qu'ils vont faire pour voir ce qu'il y a, les royaumes et les continents en dessous, quoi? Sur une terre ronde, ça n'a aucun sens. Hein, c'est pas la lumière, qui est déviée par je sais pas quoi, qui fait un cercle comme ça, pas du tout. Hein. Tu peux pas voir les continents en dessous, hein, si t'es en haut sur une terre ronde. Donc ces versets-là n'ont aucun sens dans le modèle de la terre ronde. Je dis ça pour les chrétiens qui croient à la terre ronde. Vous rejetez votre évangile, en croyant à la terre ronde. Alors que sur la terre plate, si la montagne super haute se situe au pôle nord, que la montagne fait plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kilomètres de haut, évidemment, il nous est interdit d'aller au pôle nord, hein, parce qu'il y a des patrouilles, évidemment, comme au pôle sud, enfin comme en Antarctique. Dans tous les cas, en Arctique ou en Antarctique, hein, en tant que civil, il t'est interdit d'aller, quoi. C'est pour ça qu'il faut se référer à toutes les anciennes expéditions qui datent d'il y a plus de 100 ans, quoi. Si tu veux apprendre qu'est-ce qui se passe dans l'espace, hein, comment les anciens navigateurs, explorateurs ont découvert le monde, qu'est-ce qu'ils ont vu. C'est comme ça que tu apprendras la vérité. Parce que déjà, il y a 500 ans, Mercator a créé une carte du monde bidon, quoi. Avec des fausses tailles de continents et tout ça, quoi. Alors, tu peux pas faire confiance à la science moderne. Ni à ce qui a précédé la science moderne, hein, et qui a donné suite à la science moderne. Comme les Mercator et tout ça, quoi. Déjà, il y a 500 ans, hein, ils commençaient déjà à créer de la science bidon, quoi. Donc la montagne super haute se trouverait au pôle Nord. Là, c'est mieux. Et depuis le pôle Nord, Issa alayhi salam a pu voir tous les continents. Donc à des dizaines, ou plutôt des centaines de kilomètres, hein, même des milliers de kilomètres, quoi. Il a pu voir tous les continents, et le diable lui a dit, tiens, je t'offre tout ça si tu te prosternes devant moi. Et Issa alayhi salam a dit, niet. Et donc ça, c'est possible que sur une terre plate. Sur une terre ronde, ça n'a aucun sens. Terre plate, il voit tout, comme ça. C'est une vue directe, c'est pas une vue qui n'a aucun sens, hein, où la vue se tord, quoi. C'est pareil pour la Mecque, quoi. Pour les musulmans, si le musulman se trouve en haut et que la Mecque est en bas, comment est-ce que tu vas prier en direction de la Mecque? Parce que si tu es en haut, tu pries en direction de l'espace, tu vois. Donc la prière, tu ne la diriges pas vers la Mecque, hein, elle est dirigée vers l'espace. Parce que la terre a été arrondie, tu sais. Quand Allah te dit dans le Coran que la terre est comme un lit, comme un berceau, hein. Les lits, les berceaux, c'est plat, quoi. Hein. Donc là, c'est pas possible. Hein. Donc soit tu pries comme ça, soit tu pries comme ça, soit tu pries dans l'espace, c'est n'importe quoi. Dans aucune religion, ça a du sens, la terre ronde, dans aucune. C'est pour ça que je te dis, c'est soit tu choisis la science de la religion, la science d'Allah, soit tu choisis la science du laïcisme, hein, le scientisme, la science du shaitan, quoi. Il faut que tu fasses un choix, hein. Soit la science religieuse, soit la science du diable. Aussi, il y a un verset dans l'Ancien Testament, 1er Samuel, chapitre 2, verset 8. Il y a Allah qui dit: les piliers de la terre appartiennent au Seigneur Dieu, et sur ces piliers-là, il a placé le monde. Donc, et dans un autre verset, Ésaïe chapitre 66, donc toujours dans l'Ancien Testament, il y a Allah qui parle en disant: le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied, ou mon tabouret, ou mon repose-pied, comme tu veux, quoi. Donc la terre, c'est le repose-pied, et le ciel, c'est son trône. Quel genre de maison pourriez-vous construire pour moi? C'est pour ça que quand on dit, hein, la Mecque, enfin la Kaaba, c'est la maison d'Allah, hein, c'est une façon de parler, quoi, tu sais. C'est une maison spirituelle. C'est pour ça que dans Isaïe, il pose la question, Allah pose la question: quel genre de maison pourriez-vous construire pour moi? Ah, c'est sûrement pas une maison d'argile, hein. Quel genre d'endroit pourriez-vous imaginer pour que je puisse me reposer? N'est-ce pas moi-même qui ai fait toutes ces choses? C'est ainsi qu'elles furent créées, dit Allah. Voilà. C'est pour ça qu'il y a Rob Skiba qui par la suite, hein, donc Rob Skiba qui est dans mes abonnements aussi, il a créé une sorte de terrarium où il a imaginé la Terre plate, donc avec le dôme, la Terre,
C'est pour ça que je me demande si le firmament, c'est pas en fait le firmament de cristal, quoi, le ciel de cristal, si c'est pas le septième ciel, quoi. Je me pose la question. Et que les six cieux sont en dessous. Donc le premier ciel, le soleil, la lune, les étoiles vagabondes, et les six cieux qui sont au-dessus, en dessous du dôme, mais au-dessus du soleil, c'est les six cieux où il y a toutes les autres étoiles, les constellations et tout ça, quoi. Ah là, c'est mieux. J'ai pas de connaissances sur la question. Donc, c'est comme ça qu'il a imaginé la chose, quoi. Donc, Rob Skiba a pris un tabouret, un repose-pied, et il s'est dit, tiens, si je fais mon modèle, quoi, à quoi ça correspond, quoi? Et ben c'est ça, quoi. C'est pour ça que je t'ai lu le verset dans Samuel, comme quoi Allah dit qu'il a mis la terre sur des piliers, qu'il a placé le monde sur des piliers, quoi. Enfin, les piliers de la terre appartiennent à Allah, et il a placé le monde sur, sur ces piliers-là, quoi. C'est pour ça qu'il a mis quatre piliers comme ça, comme pour un tabouret. Quatre piliers, c'est les quatre piliers de la terre. Donc la terre est sur ces quatre piliers-là. Dans la vision de Rob Skiba. Pour moi, ça ne correspond pas exactement, puisque là-dedans, on ne voit pas la mer primordiale, dans lesquelles nagent les piliers de la Terre, les fondations de la Terre, comme les précisent d'autres écritures. Donc l'interprétation de Rob Skiba se heurte aux écritures. Donc ça ne colle pas son idée ou les quatre piliers, hein, c'est comme les piliers de tabouret hein, qui sont en dehors, hein, qui sont dans l'espace-temps ou je sais pas quoi là. Pour moi, ça correspond pas à ça. Pour moi, les piliers de la Terre sont dans la mer primordiale, hein, comme on a vu dans les textes dans les vidéos précédentes. Les piliers de la Terre, les fondations de la Terre, ainsi que les fondations des cieux se trouvent dans la mer primordiale, hyper dense. Donc selon moi, le modèle de Rob Skiba est faux au niveau des fondations. Bon, au niveau du dôme, c'est correct. Au niveau du soleil, de la lune et des étoiles, c'est correct. Mais au niveau des piliers, pour moi, c'est faux. Après, il y a un bonhomme qui s'appelle Andrew Hoy. Et le bonhomme, c'est un Américain qui a priori est juif. Il a fait des études en génie mécanique. Donc il est carrément ingénieur en génie mécanique. Donc c'est de la géométrie, c'est plein de trucs de mathématiques, tout ce que tu veux quoi. Donc le mec il aime bien réfléchir. Et le gars c'était soit c'est un juif, soit c'est un chrétien. Dans tous les cas, il allait en Israël étudier l'hébreu, donc pour apprendre l'hébreu quoi, pour pouvoir lire la Bible en hébreu et pour mieux la comprendre. Parce qu'évidemment les traductions sont pourries, comme pour le Coran. Hein. Si tu essaies de comprendre le Coran en français, ça va être difficile. C'est mieux de comprendre le Coran en arabe. C'est pour ça que moi j'utilise 50 000 traductions hein, pour comprendre le Coran. Et avec un dictionnaire à côté et tout ça, quoi, pour prendre les mots un par un. Sinon je vais jamais y arriver. Donc lui, en gros, il a voulu comprendre différentes choses. Il a pris l'hébreu pour comprendre la Bible. Et il s'est arrêté au livre de l'Exode, de la Torah, pour comprendre comment est-ce que le tabernacle, hein, donc la tente qu'Allah a commandé à Moïse de construire, était formé, quoi. Donc, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, le modèle actuel, c'est une sorte de rectangle qui n'a aucun sens d'après le bonhomme, quoi, Andrew Hoy, parce que ce n'est pas solide, c'est pas une structure stable d'un point de vue architecture. Et en plus, hein, les quatre couvertures, hein, les quatre étoffes qui sont mises les unes au-dessus des autres, qui sont empilées les unes au-dessus des autres, ça n'a aucun sens, hein, surtout que dans le désert du Sinaï, on crevait de chaud, hein, donc il n'y avait aucun intérêt à mettre les quatre couvertures de peau les unes au-dessus des autres, quoi. Comme si t'étais en Antarctique ou en Arctique, quoi, au pôle Nord, tu te les gelais, donc tu mets quatre couches
4 étoffes les unes sur les autres, quoi. En plus, aussi dans la Torah, il disait que voilà, il y a des étoffes qu'il ne faut pas mélanger avec d'autres étoffes parce qu'il y a une différence de potentiel en termes d'énergie, quoi. Il y a une différence de fréquence et les fréquences s'annulent, quoi, d'une étoffe à une autre. Genre le coton a une fréquence particulière, le lin a une autre fréquence, la laine a une autre fréquence, etc., etc., quoi. Et si tu mélanges toutes ces étoffes-là, toutes ces matières-là, eh bien tu mélanges les fréquences et les fréquences peuvent s'annuler ou même créer quelque chose de négatif. Et donc ce que tu portes peut avoir un impact négatif sur toi. Si tu portes n'importe quoi, c'est pour ça que c'est assez intéressant hein, quand Allah dans la Torah te dit quels vêtements il ne faut pas mélanger avec d'autres vêtements, quoi. Pour pas créer des perturbations dans la dimension énergétique. Imaginez-vous la précision de la chose, quoi. Alors que ceux qui ont construit le modèle du tabernacle, hein, ils ont mis les peaux les unes au-dessus des autres, hein, ils n'ont rien à faire des ordres d'Allah, hein, alors qu'Allah leur a dit dans le Torah, ne faites pas ça, hein, on va le faire quand même, on va mettre les 4 peaux les unes au-dessus des autres, hein, parce qu'on sait pas où les mettre, quoi. Bah, c'est ça. Ça, c'est ceux qui veulent tromper le reste du monde. Et donc, le bonhomme, il a dit que les gars qui ont construit ces trucs rectangulaires, en fait, ils ont assemblé les, les étoffes qui faisaient a priori 30 coudées de longueur sur 4 coudées de largeur. Donc, non, il y avait 11 étoffes, ouais, 12 étoffes en fait. Non, 11 étoffes. 11 étoffes de 30 coudées de longueur sur 4 coudées de largeur. Donc la coudée, hein, c'est ce qu'ils utilisaient comme mesure à l'époque, quoi. Et pour arriver à une tente rectangulaire, ils ont assemblé les, les étoffes hein, rectangulaires dans le sens de la longueur en fait. Comme ça en fait. Et ça faisait un truc, un rectangle géant. Alors qu'en fait, c'était pas comme ça qu'il fallait les assembler. Il fallait les assembler du côté de la largeur pour que ça fasse un cercle. Et c'est ce qu'il est en train de dire le bonhomme Andrew Hoy, qui est, comme dit dans la génie mécanique, dans l'architecture et tout ça, ingénieur, donc il comprenait pas comment ils sont arrivés à construire leur tabernacle rectangulaire, que ça n'a aucun sens, hein. Ils ont rajouté des objets, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Ils ont empilé les étoffes les unes sur les autres alors que il fallait pas le faire, etc. Donc par rapport à toutes ces contradictions, avec le modèle qui est décrit dans la Torah et le modèle qu'ils ont imaginé dans les dessins, un modèle rectangulaire, il dit il y a un problème, ça colle pas, quoi. Donc lui, il a refait tout ça. Au lieu de mettre les étoffes dans le sens de la longueur, il les a unis dans le sens de la largeur et ça a donné un joli cercle. Voilà. Le cercle fait en tout 314 coudées. D'accord? La circonférence fait 314 coudées et le diamètre fait 100 coudées. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que ça fait le nombre pi en fait. C'est pour ça qu'il appelait ça le projet 314. C'est par rapport à ça, quoi. Lorsque tu assembles les 11 étoffes correctement, ça te donne le nombre pi. Donc circonférence de 314 coudées sur un diamètre de 100 coudées. Donc 314 divisé par 100, ça nous fait 3,14, hein, la constante mathématique pi. Voilà. Donc il explique ça dans son PDF. Je vais vous mettre ça en lien, Inch'Allah, pour que vous allez voir par vous-même. Aussi en anglais, évidemment, comme d'habitude, sinon ce sera pas drôle. Donc voilà, il expliquait que l'erreur que faisaient les juifs à notre époque, ou plutôt c'est pas une erreur, mais c'est un truc volontaire pour égarer les gens, c'est qu'ils ont joint les étoffes dans le sens de la longueur au lieu de les rejoindre comme ici
dans le sens de la largeur, parce que ça fait pas du tout le même résultat, quoi. Donc dans le sens de la longueur, ça donne une sorte de rectangle qui n'est pas stable par rapport au vent et tout ça, quoi. Dans le sens de la largeur, ça donne un cercle de 314 coudées de circonférence pour un diamètre de 100 coudées. Donc le tout correspond au nombre pi, la constante mathématique. Et quant aux autres étoffes qui étaient placées au-dessus de cette tente là, ils savaient pas quoi faire des étoffes, hein, donc ils ont dit oh bon, on va les mettre sur le toit, quoi, sur la tente, hein, les unes au-dessus des autres, hein, alors qu'ils étaient dans le désert, quoi. Donc t'imagines la température qu'ils devaient faire à l'intérieur du tabernacle, hein, en plein désert du Sinaï. Tu te dis c'est complètement stupide, quoi. Ça devait être un four à l'intérieur, quoi, dans le modèle rectangulaire, quoi. C'est complètement stupide. Et en fait, les autres étoffes servaient à construire la tente comme un cirque. Donc pour vous montrer, hein, ça ressemble à ça, quoi. Le modèle final, c'est ça. Donc les 11 étoffes qui sont montées correctement, c'est dans le sens de la largeur, et ça fait, voilà, un cercle de circonférence de 314 coudées, donc sur un diamètre de 100 coudées. Et les autres étoffes qu'ils voulaient mettre sur le toit, en fait, c'est ce qui permet de construire la tente, quoi. C'est pour ça que dans le livre de l'Exode, tu lis, hein, quand les mécréants ils voyaient la tente construite par les Israélites, ils avaient vachement peur, parce que dans la nuit, il y avait un feu, quoi, à l'intérieur de la tente, qui éclairait, et c'était rougeoyant, quoi. Donc tu pouvais voir ça à une longue distance, et ils avaient peur, quoi, les mécréants, en voyant la tente des Israélites, quoi, le tabernacle. Et donc ça, c'est le modèle miniature de la Terre plate. Le dôme, hein, avec la Terre en dessous, quoi. Et on peut imaginer que la circonférence, c'est l'Antarctique ou la montagne Kaf, quoi. C'est assez intéressant, tout du moins. Et quand ils veulent comparer, maintenant il a superposé la tente réelle par rapport à la tente imaginée, hein, ça n'a rien à voir, hein. Tu vois le petit rectangle là, le tabernacle rectangulaire qui n'a aucun sens, par rapport au tabernacle réel qui est en forme de dôme, qui est géant. Parce que dans le tabernacle, là, à l'intérieur, il devait rentrer pas mal de bétail et tout ça, quoi. Il y a pas mal de choses qui pouvaient rentrer à l'intérieur. Donc les dimensions, c'est pas du tout les mêmes. Et donc au lieu de mettre les différentes étoffes au-dessus du machin rectangulaire, hein, du toit rectangulaire, du tabernacle rectangulaire, en fait, ces étoffes-là, c'est ce qui permettait de construire le dôme. Voilà. Ils savaient pas quoi en faire. Allez, on va les mettre sur le toit du machin rectangulaire. Non. En fait, il fallait que tu construises une tente de cirque, mec, hein. Voilà. Et c'est à ça que ressemblait, hein, la tente, le tabernacle des Juifs, hein, comme on a vu dans les Écritures, dans le livre de l'abeille, et ainsi que dans les autres Écritures, que ce qu'ont construit Moïse, alayhi salam, sous l'ordre d'Allah, c'était un modèle miniature de la terre plate. Voilà, avec le dôme, la terre, et le truc qui entoure, soit c'est l'Antarctique, soit c'est la montagne Kaf, Allah c'est mieux. Ça, c'était pour le projet 414. Maintenant aussi par rapport aux météores, pour terminer pour cette vidéo aussi, parce qu'on arrive à 53 minutes. Pour les météores, je venais aussi parler, et je ne savais même pas qu'il y avait sur YouTube un mouvement de personnes qui disent que c'est du gros mytho les météores, etc., quoi. Nous on a vu par rapport au texte que les météores faits d'argile ça n'a aucun sens, sauf ceux que les anges prennent, et on ne sait pas d'où ils les prennent, mais on a vu que dans les textes qu'il s'agit de flammes mobiles ou de flammes dans le Coran, hein, des flammes pour lapider les diables ou dans les hadiths, voilà, quoi. Dans le livre d'Enoch, l'islam, c'est des flammes mobiles, donc c'est du feu, on parle pas d'argile. Et on peut voir que ce mytho de météore fait d'argile, de fer, de glace ou de ce que tu veux, en fait c'est juste pour
insuffler la peur dans l'esprit des gens, quoi. Comme par exemple dans la Terre ronde, ils te font croire qu'il y a des astéroïdes qui peuvent venir de n'importe quand, dans l'espace, à n'importe quel moment, quoi, et qu'on n'est pas capable de les détecter si ce n'est à quelques heures avant l'impact, quoi. Donc c'est complètement stupide, ça n'a aucun sens, évidemment. Mais c'est toujours la politique de la peur. Donc c'est quoi le but de te faire croire qu'il y a des météores et des astéroïdes qui vont taper la Terre, hein, et que et qu'ils tapent par le plus grand des hasards et tout ça? Eh bien, c'est pour te garder dans un esprit de peur, quoi. Comme là, par exemple, il y a eu une blague qui a été faite à, à une interview pour... comment on appelle ça? Un entretien d'embauche, voilà. Tu imagines un entretien d'embauche, tu vas dire, oh super, je vais enfin trouver un boulot, quoi. Et tu vois, il y a un météore qui va venir, qui va exploser et qui va réduire la ville que tu vois en miettes, quoi. La dernière chose que tu penses, hein, c'est à ton boulot, quoi. Donc c'est ce qu'ils ont mis en scène dans cette vidéo-ci. Ils ont pris un écran télé haute définition, vraiment en très haute définition. Ils l'ont inclus dans un mur pour faire genre c'est une fenêtre, quoi. Alors, ils ont fait tout un truc, quoi, c'est assez marrant. Voilà, ils en ont fait une fenêtre. Et l'entretien d'embauche commence avec une caméra cachée. Il y a les bonhommes qui viennent. Et voilà, ce que les bonhommes y voient, c'est l'écran. Ils croient que c'est un écran, hein, que c'est une fenêtre en fait, avec la ville derrière et tout ça, quoi. Donc entretien d'embauche normal, hein, ils se doutent pas qu'il y a... qu'en fait ce qu'ils voient derrière c'est pas une fenêtre, mais c'est bien un écran de télé, quoi. Ils voient pas la différence, hein, les gens qui sont là pour l'interview. Et ce qu'ils voient, c'est que les gens, tu vois, ils regardent la fenêtre, quoi, ou l'écran, en voyant il y a un météore qui arrive, quoi. Ils commencent à paniquer. Ah, il y a un météore qui arrive. On va tous mourir dans d'atroces souffrances, quoi, tu sais. Ils commencent à paniquer. Ça fait rire, quoi. C'est ça l'esprit de peur, en fait. Tu te demandes pourquoi ils s'enfuient, quoi. Au secours, il y a un météore, on va tous mourir. Ah. C'est vachement drôle, quoi. Ah, il fait tout noir et il continue en plus la blague, quoi. Tu sais, les mecs sont dans le noir parce qu'il y a le météore qui a tombé, tu sais. Et parce que l'électricité a été coupée. Tu sais. Ça, c'est pas mal, quoi. Et les mecs sont énervés. Ça, c'est pas mal. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas cette blague, hein, mais c'est pas mal, quoi. Tu vois les gens qui paniquent. C'est ça l'esprit de peur, en fait. Il y a un astéroïde qui va tomber du ciel, tu vas mourir, hein. Donc j'imagine que c'est dans ce but-là qu'ils veulent te faire croire, hein, que les météores existent et tout ça, que c'est fait d'argile et tout ça, quoi. Selon moi, les seuls météores faits d'argile, de terre, de fer ou je sais pas quoi, quelle autre matière, c'est ceux que les anges t'envoient sur la gueule, quoi. Donc ceux qui viennent d'Allah. Maintenant, il y a autre chose d'intéressant, c'est que le Japon, pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, il prévoit de créer une douche de météores bidon. Qu'est-ce qui t'empêche, hein, de te demander si les météores que tu vois dans le ciel, qui te montrent aux journaux, c'est des vrais météores ou pas, quoi? Tu te poses des questions. Donc quand tu vois voilà, des lumières dans le ciel, hein, tu crois que c'est des météores, hein. Est-ce que c'est des vrais météores ou est-ce que c'est des trucs bidons, quoi? Qu'est-ce que c'est que tu vois dans le ciel? Est-ce que c'est vraiment des météores ou ouais, qu'est-ce que c'est?
Les trucs qui explosent comme ça. Qu'est-ce que ça peut être quoi? Est-ce que ça vient vraiment du ciel, hein, d'Allah, ou est-ce que c'est un truc créé par les humains? Est-ce que c'est bidon ou est-ce que c'est vrai? Il y a pas mal de vidéos comme ça, où soi-disant les gens ont été choqués, il y a les fenêtres qui ont explosé, tout ça, bon, par l'onde de choc. Donc qu'est-ce qui a impacté la Terre quoi? Qu'est-ce qui est passé dans le ciel? Et a priori ce serait des feux d'artifice qui ont été balancés depuis des avions en haute altitude. Parce que ce qu'ils ont trouvé au sol, c'était des morceaux comme ça, quoi, des morceaux de métal. Carrément, il y a des mecs qui en combinaison, tu te demandes, ils savent pas si c'est un ovni ou je sais pas quoi, si c'est radioactif ou c'est des trucs comme ça, quoi. Ils ont carrément des combinaisons spéciales pour aborder ces objets-là, quoi. Et en fait, ils voient que c'est des objets de métal ou des trucs bizarres, quoi, des trucs ronds et avec des fils et tout ça, quoi. Donc en Australie, au Brésil, c'est un peu partout dans le monde, hein, ce soi-disant météores. Donc ça n'a pas l'air d'être des météores venus d'espace, quoi, tu sais. Donc tu vois, il y a des fils bizarres et tout ça, quoi. Donc une forme bien circulaire. Donc a priori, ça aurait été créé par les mêmes gens qui veulent te faire croire que les météores existent, que les astéroïdes tueurs existent, qui ont éteint les dinosaures et tout ça, quoi. Donc tout le mytho qui tourne autour de ça, l'extinction des dinosaures et tout ça, c'est par rapport aux météores. Donc si les météores n'existent pas, il n'y a pas de dinosaures. Il n'y a pas de mort de dinosaures. Donc c'est pour ça que tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils iraient mentir hein, sur les météores. Hein, bah, leur darwinisme se casse la gueule hein, s'il n'y a pas de météores. Donc c'est pour ça les mecs qui trouvent des objets comme ça, qui ont été jetés depuis des avions, hein, et qui sont conçus pour faire une flamme comme ça, comme on a vu hein, pour les Jeux de Tokyo en 2020, où ils prévoient d'envoyer des billes qui vont s'enflammer dans l'atmosphère et ça quoi. Carrément, tu vois, il y a des enfants, il y a des femmes, des pauvres civils hein, qui sont tombés hein, sur ce truc-là, quoi. Qui étaient balancés d'un avion et qui étaient censés être un météore. Donc on te dit, allez, on va aller dans un musée, on va voir des météores qui sont tombés du ciel, hein, pas du tout. Hein. C'est le mec, il est allé à la montagne, hein, il a chopé une roche volcanique et hop là, hop, c'est un météore. Alors qu'a priori, hein, les seuls météores qu'ils ont pu récupérer, c'est des trucs comme ça, quoi. Des trucs qu'ils ont créés par eux-mêmes. C'est pour ça que moi je pars du principe hein, que les écritures disent que les météores ce sont des flammes brillantes qui poursuivent les diables. Elles ne poursuivent pas les hommes, hein, elles poursuivent les diables. Enfin les djinns quoi. C'est eux qui ont été lapidés hein, quand la prophétie a été révélée à Muhammad alayhi sallam, le Coran. Donc c'est assez intéressant quoi. Les pétards que l'élite envoie pour nous faire croire que les météores existent. Alors qu'en fait ça n'a rien de rocher, de glace ou je sais pas quoi. C'est du métal bien dessiné, bien usiné, tout ce que tu veux quoi. Donc d'où ils sortent ces morceaux-là, quoi. Ah ouais, carrément, ces machins-là sont sur des palettes, quoi. Donc c'est géant comme truc quand même, ça fait 1 mètre de diamètre. Hein. Ah, c'est pas des petits trucs, hein. Donc tu te demandes qu'est-ce que c'est ces objets-là, quoi. Moi j'en ai jamais vu. Bon, en même temps j'ai jamais vu de météores, donc, ou d'impact de météores, donc je peux pas te dire. Mais c'est ce que les gens ont récolté, c'est quelque chose comme ça, quoi. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant par rapport à ça, je me suis dit, tiens, la Lune, il y a des cratères. Qu'est-ce qui a créé les cratères dans la Lune? Puisqu'on a vu que la Lune, les étoiles et le Soleil sont faits d'air, de lumière et de feu. Et donc, comme on sait que la Lune, c'est pas un truc solide, qu'est-ce qui a créé hein, les cratères? Donc, est-ce que c'est les flammes brillantes qui ont traversé la Lune et qui ont fait ces trous-là dans la Lune, dans la poche d'air, puisqu'on a vu que le réceptacle était fait d'air, et donc j'imagine que quand les flammes brillantes traversent la Lune, hein, traversent le réceptacle qui est fait d'air, bah, ça fait des trous dans le réceptacle, hein, et ça fait ces cratères-là.
Dans tous les cas, c'est des cratères en 3D, donc comme on sait que, d'après les textes, la Lune est sphérique, mais qu'elle n'est pas tangible, quoi, il n'y a pas de matière, c'est juste de la lumière, de l'air et du feu, eh bien, je me demande si les flammes qui ont servi à lapider les diables n'ont pas traversé la Lune, et en traversant la Lune, hein, ça fait ces cratères-là, quoi. Et là, c'est mieux. Tout du moins, je ne comprends pas de quelle façon ces cratères-là ont été mis sur la Lune, quoi. Pourquoi est-ce qu'Allah a donné un tel aspect à la Lune, avec des cratères et tout ça, quoi. Ça, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que c'est les publicités pour les femmes qui ont les pores bouchés de la peau et tout ça, quoi, et que les cratères, ça représentait les pores et tout ça? Est-ce que c'est des publicités pour les soins de visage des femmes? Ou est-ce que c'est les metteurs, les flammes brillantes qui ont servi à lapider les diables, qui ont voulu monter au ciel? Et comme on sait que la lune, le soleil et les étoiles vagabondes sont dans le premier ciel, hein? Donc au même endroit où se trouvaient les diables, eh bien, que les flammes brillantes ont traversé la lune pour aller lapider les diables, et que ça fait des trous et ça fait des cratères. Pour l'instant, j'ai pas de meilleure explication hein, pour les cratères de la lune, hein. Dans tous les cas, ce ne sont pas des cratères de terre, d'argile, de fer ou je sais pas quoi, de nickel ou je sais pas quelle autre matière. C'est de l'air, de la lumière et du feu. Comme j'avais montré dans une autre vidéo, où pendant une éclipse de lune, donc la lune était noircie, on voyait les étoiles au travers. Donc les étoiles, hein, les constellations, donc les étoiles qui étaient au-dessus de la lune. Donc, et ça, c'est pas possible à moins que la Terre, enfin que la lune soit transparente. Donc c'est pour ça qu'il y a un casse-tête magnifique, hein, c'est que tu sais, quand tu prends toutes les données et que tu les assembles, hein, tu te dis il y a un truc qui colle pas quoi. Parce que comment ça se fait que dans une éclipse de lune, donc la lune est privée de sa lumière, tu vois au travers, qu'elle est transparente, tu vois les étoiles au travers, mais que quand elle est éclairée par le soleil, tu vois des cratères en 3D et tout ça quoi. C'est pour ça tu te demandes qu'est-ce qui a créé les cratères, et ça j'ai trouvé aucune écriture sainte qui explique qu'est-ce qui a créé les cratères sur la lune. Ça c'est un mystère d'Allah. Moi j'en ai aucune idée. Tout du moins c'est tout pour cette vidéo-ci. On est arrivé ouais, à 1h08, hein, on va s'arrêter là. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.